une grande partie du monde occidental est entrée dans une période de déclassification culturelle, un effritement et un affaiblissement des classifications rituelles, écrit Paul Di Maggio dans un article de 87. Les systèmes de classification artistique sont de plus en plus différenciés et moins hiérarchisés, les classifications plus faibles et moins universelles. Alors la déclassification dont parle Paul Di Maggio est en fait ambivalente, comme vous pouvez le constater, puisqu'elle désigne un amoindrissement de la hiérarchie des classifications hiérarchiques d'une part, et un accroissement de la différenciation de ces mêmes classifications d'autre part. Donc Paul Di Maggio indique une dissociation de la dimension de classification sociale du genre et de la dimension de classification esthétique du genre. Alors le sociologue aborde principalement la question du genre culturel, selon moi, dans sa dimension de classement social. C'est quand même sa tendance naturelle. À savoir, il s'intéresse à l'enjeu social qu'il y a à catégoriser et à classer ainsi les biens culturels et les êtres. Il pose la question de la signification du genre comme investissement amateur tout aussi bien que professionnel, selon, disons, son objet d'étude. Investissement dans la structuration des pratiques individuelles ou dans celle des univers professionnels. Chez le Bourdieu de la distinction, le genre culturel, quand il apparaît, a clairement la signification d'un classement, pour soi et pour l'autre. Sa valeur au genre est sociale, positionnelle. Dans le domaine musical, merci beaucoup, dans le domaine musical qui nous intéresse ici, le genre est connoté parce qu'il est coextensif à une hiérarchie des musiques. Donc les genres servent essentiellement à désigner des classes sociales de biens culturels. On peut le dire comme ça. Hein. On peut ramasser en une formule l'homologie chère à ce modèle, des classes sociales de biens culturels, qui correspondent à des classes sociales d'individus cherchant à se positionner sur une échelle de la distinction. À l'instar de Paul Di Maggio, je défends l'idée que le genre, qui était entendu comme classement social, doit se comprendre dorénavant comme catégorie esthétique, témoin alors d'un processus d'autonomisation. Les travaux récents saisissent à leur insu parfois cette nouvelle inclassabilité. Les genres inclassables de Bernard Lahire en sont un témoignage. À savoir un affaiblissement du genre classe sociale attaché, que signalent aussi les phénomènes d'éclectisme notés ces dernières années, puisqu'ils indiquent pour partie une désidentification des classes sociales à des genres précis, y compris pour les catégories d'univores qui ne renvoient pas à des classes sociales, mais à des groupes, comme l'indique Peterson. Je soutiens, depuis quelques années, un modèle dit de la tablature, que vous voyez affiché à l'écran, qui suppose, par la mise en genre, qui en est le fondement, que les genres comme catégories esthétiques sont devenus incommensurables les uns aux autres, produisent des œuvres en leur sein et servent de point d'appui au goût sous le registre de l'amateurisme. Est-ce que je peux me déplacer ou pas avec... non, pas tellement avec votre truc là. Donc rapidement, la tablature, là vous en voyez la synthèse, donc il y a toute une série de papiers qui la présentent. Vous voyez que la tablature, je vous montrerai après l'opération de quart de tour qui permet de l'obtenir. La tablature ici des goûts culturels, initialement c'est une tablature des goûts musicaux, puisqu'on est parti des goûts musicaux. Mais maintenant, évidemment, l'ambition c'est de l'apporter à l'ensemble du champ culturel, donc la voici pour le champ culturel, mais je vous renvoie au papier écrit sur la musique pour ceux qui voudraient voir cette tablature avec les genres musicaux. Cette tablature donc suppose une mise en genre, elle rend incommensurables les genres les uns par rapport aux autres, donc les gens ont cessé de hiérarchiser les genres les uns par rapport aux autres. Êtes-vous capable de dire quel est le genre le plus légitime du rock ou du jazz ? Ça devient compliqué de le dire. Et quand les gens font une hiérarchie,
Hein, c'est ça le principe de la tablature aussi, quand ils disent « Oh, mais quand même, le rap, c'est vraiment de la merde. Ah, ils hésitent. En est-ce vraiment? Je ne suis pas sûr. Mon petit frère qui a 21 ans et qui écoute Eminem et Snoop Dogg me dit que c'est génial. Et ah, j'hésite, qu'est-ce que je fais? Donc, ah, je retire mon pied et je me dis, tiens, c'est un genre qui produit des œuvres. Visiblement, je suis censé savoir que ce genre produit des œuvres. Il en a produit pour d'autres, et donc je mets en suspens mon jugement. Donc, ça pluralise la question du jugement social, bon, que des sociologues ont pu montrer. Le jugement social entre les genres n'est pas seulement un jugement de distinction, c'est-à-dire de mépris, de rejet, etc. Il est aussi un jugement de respect, de retenue, d'ouverture, de tolérance, d'indifférence. Voilà. Je sais que ça existe, ce n'est pas mon goût, mais je n'en pense pas de mal. Donc ça, c'est la mise en genre. Donc elle suppose véritablement, elle suppose une solidification des genres culturels, donc des genres musicaux. Elle fait place à l'expertise à l'intérieur du genre. Donc elle accueille l'amateurisme, elle accueille toute la sociologie de l'amateurisme. Un amateur, c'est quelqu'un qui est compétent dans le genre. Voilà. Et être compétent dans le genre, ça veut dire qu'on connaît le genre. Donc s'il y a légitimité, je considère que c'est une légitimité culturelle. C'est une légitimité qui fait référence au savoir acquis dans un genre, par la pratique de ce genre. Voilà. Donc évidemment, la mise en genre suppose que vous n'êtes pas sans savoir que tous les genres produisent des œuvres. La meilleure façon de décrire des archipels de goût, les portefeuilles de goût des individus, des Français, c'est de décrire des archipels, de décrire ces choses en pointillés, de décrire des archipels qui définissent soit des éclectismes, soit des univorismes, si vous voulez. Et puis le point très important, il y a deux points très importants, c'est que dans les éclectismes, il n'y a plus un éclectisme dominant, mais des éclectismes dominants, si on veut encore tenir à l'idée d'une domination. C'est-à-dire que personne, à part peut-être quelques individus dans des magazines culturels spécialisés dont c'est le métier du matin au soir, personne ne maîtrise, ne connaît, ne pratique l'ensemble des genres culturels. Personne. Qui connaît ici la BD d'avant-garde, le manga, l'opéra, le jazz électro, la musique rock, les séries télé? J'arrête là. Donc vous avez des éclectismes qualitativement différents, une disparition de la figure du dominant absolu, qui est implicite dans le modèle de la distinction. Il y a un dominant absolu, et éventuellement, quand il n'est pas dominant sur tous les genres, de toute façon, il domine parce que son habitus domine, donc il est capable de vous écraser. Il vous écrase, il vous fait taire. Et ça fait apparaître quelque chose d'absolument essentiel pour moi, le champ de l'ignorance. Voilà. Enfin, on manque. Enfin, les individus, y compris les catégories dominantes, manquent de tout ce qu'elles ne savent pas, de tout ce qu'elles ne fréquentent pas, de toutes ces séries dont elles entendent parler, mais que ces professeurs de 60 ans n'ont jamais vues. Vous imaginez le champ de pratiques culturelles auxquelles elles échappent, et donc tout le plaisir qu'elles pourraient en tirer de ce que d'autres considèrent comme des œuvres majeures. Je fais référence à la Syrie, puisque j'ai écrit un livre sur la syriphilie. Voilà. Donc ça, c'est la mise en genre, il y a des archipels de goût, il y a une hiérarchisation interne. Je fais appel à un nouvel acteur, qui n'est pas la légitimité sociale, mais la légitimité culturelle. C'est-à-dire que les genres acquièrent de la valeur non pas tenant à la position sociale de leurs pratiquants, mais à des instances qui sont capables de construire une valeur propre, interne. Ça peut être un magazine, ça peut être les médias, ça peut être des experts, ça peut être un club de fans, voilà. C'est-à-dire des amateurs, spécialistes, qui construisent la valeur à l'intérieur d'un genre. Qui disent dans le genre rap, ce que nous considérons comme des œuvres de ce genre sur les 10 dernières années, c'est ceci. C'est Eminem, c'est Snoop Dogg, c'est Dr. Dre, etc. Alors, je rappelle que la tablature des genres culturels s'obtient par un quart de tour de ce que j'ai développé dans différents articles, ce que j'appelle le modèle classique de la distinction. Donc vous avez ici un exemple pris chez Bernard Lahire, dont la fonction sociale est par ailleurs visiblement d'assouplir le modèle bourdieusien. Donc en lisant Bernard Lahire, on dit qu'il assouplit le modèle bourdieusien, alors qu'il est proprement c'est proprement bourdieusien, avec quelques difficultés par rapport à Bourdieu. Bourdieu, c'était plus cohérent que ça. Donc voici ce qu'en 2004, on peut faire dans un schéma proprement bourdieusien, c'est-à-dire qu'on respecte la règle bourdieusienne,
où les genres culturels sont hiérarchisés en fonction de leur légitimité. Vous voyez, ce n'est pas vraiment des genres musicaux. Qu'ils soient musicaux ou n'importe quoi, on s'en fout. En fait, un genre, c'est sa légitimité. Donc il a une légitimité plus, moins, zéro, mais peu importe que ce soit du rock, du jazz, ça pourrait être n'importe quoi. N'importe quoi. Vous voyez, donc vous avez les genres, le tableau est à l'envers, vous savez chez Lahire, hein, le genre des genres musicaux à faible légitimité culturelle dans lequel il met chansons, variétés, rap, machin. Moyenne légitimité culturelle, rock. Forte légitimité culturelle, musique classique, jazz, opéra. Alors par exemple, on peut faire au moins 4 objections au modèle de Lahire, 3 à ça et puis une au profil consonant et dissonant. D'abord, il est compliqué d'asserter que rock est une musique à moyenne légitimité quand on sait qu'elle est appropriée par les catégories diplômées et que tout aussi bien les sociologues pourraient dire que c'est une musique dorénavant légitime. Donc il faut savoir ce qu'on veut. Je veux dire, la moitié de la planète sociologique le mettrait dans le genre légitime, et lui, il le met dans le genre à moyenne légitimité. Évidemment, ça a des répercussions dans la suite, puisque si vous le mettez là et pas là, toute la théorie des profils consonants et dissonants se trouve bouleversée, puisque les profils consonants et dissonants de Bernard Lahire ne sont pas des profils consonants et dissonants de l'ordre de la culture. Il n'est pas allé voir quelqu'un en lui disant « Que fais-tu ? Je vais à l'opéra et à la BD, et ça me paraît vraiment spécial. » Là, ça aurait été attrapé de la consonance et de la dissonance à partir de l'enquête ethnographique. Mais c'est lui qui attache une étiquette de légitimité plus ou moins forte à chaque pratique, qui après met dans la machine statistique, et en fonction de l'étiquette qu'il a attachée, ça vous sort du consonant ou du dissonant. C'est proprement artefactuel. Proprement artefactuel. Ce n'est pas issu de l'enquête, ce n'est pas issu des catégories ordinaires d'un individu qui vous dit « oui, je mélange des trucs bizarres parce que c'est légitime et illégitime ». Et là, vous pouvez dire, tiens, je retrouve mon Bourdieu, ou alors qui vous dit, je mélange, mais alors franchement, je ne pense rien quant à la légitimité et l'illégitimité. Justement, on pourrait dire, en bon bourdieusien, quelqu'un qui mélange des trucs qui, dans un ancien monde, apparaissaient illégitimes, s'il les mélange, c'est donc c'est plus légitime. Je veux dire, c'est banal. C'est même être bourdieusien que de dire ça. Donc, être un bourdieusien, normalement, vous ne vous fait pas déboucher sur une théorie comme ça de l'illégitimité, puisque normalement, vous êtes dans la cohérence, a priori. Et objection massive ici, c'est les genres musicaux inclassables. Évidemment, il est impossible dans un système de classement, a fortiori bourdieusien, quand on sait ce que ce modèle exige, qu'il y ait des genres musicaux inclassables. Tout est classable ou rien n'est classable, ou vous changez de modèle. Donc ça, dans un mémoire, c'est patatras. Hein. Donc je lui fais faire pas patatras, je lui fais faire un quart de tour, qui n'est pas une révolution, qui est un quart de tour, qui est une mise en genre, qui permet de comprendre et d'interpréter, à mon avis, de façon beaucoup plus juste pour décrire le monde contemporain, nos pratiques culturelles, les archives, nos portefeuilles de goût, nos rapports au goût des autres, de transformer inclassabilité en incomparabilité. Okay, donc j'interprète l'inclassabilité comme une incomparabilité. Donc je pense que je l'interprète mieux. Ah oui, dernière objection, les critères à partir desquels Bernard Lahire a construit cette légitimité et illégitimité, c'est ce qu'il appelle pratique culturelle, dont on appréhende la valeur culturelle relative à partir des jugements culturels autorisés, critiques et journalistes culturels ou ordinaires, entretien avec des non-professionnels, c'est page 104. Donc si vous trouvez une annexe qui n'existe pas de la liste des spécialistes et de leur classement, vous me la montrez, elle n'existe pas. Donc là, il y a un défaut méthodologique quand même grave. Parce qu'on ne sait pas à partir de quoi, on fait l'hypothèse que c'est à partir de lui. Mais il n'y a pas la liste qui lui permet d'asserter ce classement, qui lui permet de justifier ce classement. C'est-à-dire les personnages, je sais pas, les 10 personnes, les 15 personnes, et leur classement, et le mixte. Donc on s'en tient à cette note. Pour faire l'opération du tournant culturel, vous le constatez, il faut considérer une mise en genre qui est une diversification, plutôt qu'une hiérarchisation, d'une part, et une consolidation esthétique des genres, d'autre part. Davantage de différenciation des genres, mais moins de hiérarchisation entre genres, permettrait de comprendre qu'il y ait davantage d'hybridation, puisque, à la différence, disons, d'une pénurie dans la distanciation, on se trouve plutôt dans une abondance dans la proximité. L'idée même d'hybridation suppose en sa prémisse de poser des genres distincts. Point de signification à Gothabili, sans gothique et rockabilly. Et je vais objecter à ce que je dis là. Quid, vous allez me dire, quid du gothique et du rockabilly?
Donc on y reviendra. La production de sous-genres, disons maintenant, notamment en musique, est-elle la fin même du genre? En quelque sorte, la prolongation de la tablature. Est-elle la fin même du genre comme catégorie partagée? Donc, je pense que l'idée importante, c'est celle de catégorie partagée. Qu'en dire? Est-ce la fin ou la manifestation des genres? Les sociologues sont plutôt portés à mettre en question la valeur d'une notion comme le genre culturel. Ici, le genre musical. Entre réalisme, idéalisme et constructivisme des catégories de genre, ils ont choisi leur camp, le constructivisme social. Mais paradoxalement, la posture constructiviste rend incertaine toute objectivation, en fait. Le constructivisme empêche en fait l'objectivation de quoi que ce soit, notamment d'une catégorie culturelle et esthétique. Elle dira, cette position, qu'il y a des genres, mais conçus en tant que classement institutionnel ou marchand, le genre n'est finalement pas une catégorie d'entendement ordinaire, donc pas vraiment très intéressant, si ce n'est pas une catégorie de classement ordinaire. Saisi cette fois-ci dans les pratiques ordinaires, il dira que les usages de la musique subvertissent ou ignorent ce qui s'apparente à une catégorie formelle. Le genre est une catégorie qui relèverait davantage du discours sédimenté que des pratiques. Enfin, on peut faire cette remarque incidente que le genre peut être refusé pour des raisons, disons, philosophiques, fondées sur la raison humaniste, à savoir que le genre, s'opposant au transcendantal, il annule l'universel au profit des universels. Donc il est très gênant pour des gens qui considèrent que la tablature serait subsumée par un universel qui est l'œuvre d'art, l'œuvre d'art. Donc plus vous mettez en genre, plus vous laissez penser que vous annulez l'idée d'une œuvre universelle. Donc vous attaquez cette raison humaniste. Mais vous voyez que la tablature est une tablature qui considère qu'il y a des genres séparés et que les gens hiérarchisent et considèrent qu'il y a des œuvres à l'intérieur des genres. Ce que nous faisons ordinairement dans un monde ancien quand nous ne comparons pas le théâtre et le cinéma, quand nous ne comparons pas le roman et l'opéra. Sauf à ce que vous me disiez, si en fait on le compare, et l'œuvre d'art absolue, c'est le roman. Le roman. Dans ce cas-là, vous avez objecté. Et dans ce cas-là, il faut faites la liste, proposez la liste des œuvres, d'ailleurs des genres, mais au sens des domaines artistiques hiérarchisés. Je pense que la moitié de la planète ne va pas être d'accord sur le fait de mettre le roman en haut. À cela, on peut objecter d'une part que les descriptions et les théories sociologiques usent en fait de manière centrale du genre culturel, quand il s'agit de décrire les pratiques culturelles ou de faire des statistiques. Mais le genre est-il, comme la phrénologie, une catégorie que personne n'utilise? On peut objecter d'autre part que les individus recourent aussi au genre pour décrire leur goût et leur parcours musical. À telle période de ma vie, adolescent, j'étais dans le métal. Voire font proliférer les genres ou les sous-genres, comme en témoigne cet appel à communication. Je défends l'idée qu'il y a du genre dans le goût, et voici, je cite ici, je vous mets une citation d'un docteur qui vient de soutenir sa thèse en Australie sur les pratiques musicales, sur le goût musical. So when I started going out and drinking, c'était le punk et le heavy metal. Et quand ils ont commencé à jouer de la musique dance, vous savez, quand on danse juste pour attraper les filles ou autre chose, cette sorte de truc dans la tête, à ce moment-là, ils ont mis du Daft Punk et de la musique électro, Justice et des choses comme ça. Quand j'ai commencé à travailler à un bar, la musique qu'ils jouaient était le punk et le disco. Donc voilà quelqu'un qui, pour restituer son goût, recourt à des catégories de genre musical. Gérard Genette affirme même, lui, que toute œuvre est déjà appréhendée comme genre. Selon lui, dès l'instant que l'on sait ce que l'on aime, alors l'objet, ce qui est important probablement, c'est dès l'instant que l'on sait ce que l'on aime. Dès l'instant que l'on sait ce que l'on aime, alors l'objet de notre goût est déjà générique plutôt qu'unique. Tout se passe comme si un goût d'objet n'existait pas sans être aussi un goût de genre. Rien n'est tout à fait singulier, rien n'est absolument générique, dit-il. Dès lors qu'on sait ce qu'on aime, cette connaissance introduit dans ce sentiment, si j'ose dire, un ferment de générosité plus que de généralité,
À la question « Peut-on aimer un genre ?», la bonne réponse est donc peut-être cette autre question « Peut-on vraiment aimer autre chose ?» Il convient donc, selon moi, de répondre positivement à la question de savoir si les individus se servent des genres culturels dans leur rapport aux biens culturels qu'ils pratiquent ou non, qu'ils apprécient ou non. Il semble qu'il faille répondre positivement, mais de manière nuancée. À savoir que les genres culturels apparaissent dans les enquêtes portant sur les goûts culturels, mais en compagnie d'autres objets du goût, d'autres éléments musicaux appréciés, l'expérience, l'affect, le chanteur, le groupe. Les genres culturels sont-ils partagés, communs? Forment-ils une connaissance commune ou sont-ils dispersés, inconnus pour partie des différents publics? Peut-on s'autoriser d'énoncer la liste des genres qui seraient 1. Mobilisés dans l'expérience culturelle, 2. Connus de tous, 3. Significatifs numériquement de public? Il semble que oui, si l'on ne surinterprète pas l'opération méthodologique qui consiste, comme le propose l'enquête pratique culturelle des Français, de demander aux auditeurs de musique les genres qu'ils aiment et de confronter ces genres à ceux précodés par le sociologue. Donc c'est ce que Donat a fait dans la dernière enquête. Donc dans la ligne de gauche, dans la colonne de gauche, ce sont les résultats à la question ouverte posée aux auditeurs de musique de l'enquête sur les genres musicaux qu'ils préfèrent. Et donc leur réponse spontanée. Donc les genres spontanément produits. Alors bien sûr, il y a une question qui porte sur le genre. Donc on demande aux gens de rentrer dans le jeu de langage du genre. Dis-moi le genre que tu aimes et pas dis-moi l'artiste que tu aimes. Donc on induit le genre. Mais l'idée, c'est de voir quelles sont les catégories de genre qui remontent. Un double enseignement en apparence contradictoire peut être tiré de ces résultats. Tout d'abord, l'éclatement des préférences musicales apparaît bel et bien considérable. Plus de 60 genres musicaux différents ont été cités, et à l'exception des variétés françaises et des chansons françaises, aucun genre ne dépasse la barre des 10% de réponse. Mais, dans le même temps, les termes auxquels ont recours les personnes interrogées pour décrire leurs préférences musicales valident assez largement les catégories habituellement utilisées. Chansons françaises, variétés françaises, musique classique, rock ou variété internationale sont les genres les plus cités et ceux qu'il est d'usage d'associer, par exemple chansons françaises et variétés françaises, variétés internationales et R&B, rap et hip-hop, rock et pop, hard rock et metal, musique électronique et techno, apparaissent effectivement proches à l'échelle de la population française, au vu du profil et de l'attitude générale à l'égard de la musique et de leurs amateurs. En regardant ce tableau, parce que je ne m'y étais pas précisément arrêté, on pourrait finalement prendre au sérieux ce tableau, c'est-à-dire en termes de commentaires ou de choix qu'Olivier Donat en a fait. Et on pourrait par exemple se poser la question de pourquoi il a fait place à cette catégorie métal. D'ailleurs, ça m'avait surpris, moi, métal hard rock. Pourquoi il ne l'a pas mis dans la catégorie rock? Et effectivement, en tant que genre spontané, elle apparaît très minime. Alors, elle apparaît un peu plus dans genre écouté plus souvent, mais et alors? C'est parce qu'il l'a fait apparaître. Mais est-ce que, s'il s'en tenait à cette catégorie, à ce résultat-là, en bonne méthodologie, il n'aurait pas dû la faire remonter en tant que catégorie précodée, d'une certaine façon. Elle apparaît peu, donc il n'y a pas de raison de la faire remonter. Donc ça veut dire qu'il faut faire un travail d'association de cette catégorie avec une autre, probablement celle du rock. Bon, voilà, j'ouvre une réflexion comme ça au passage. Pour conclure, en première conclusion, je pense que l'on peut soutenir une déclassification sociale et une mise en genre culturel dans le champ musical, donc, qui va dans le sens d'une autonomisation du champ culturel. Et donc, s'il y a autonomisation du champ culturel, ça veut dire que autonomisation veut bien dire que c'est à l'intérieur du champ culturel que des règles sont produites. Et donc, que les valeurs à l'intérieur du champ culturel dépendent du champ culturel et non pas des publics. C'est ce que j'appelle le passage d'une légitimité sociale à une légitimité proprement culturelle. Deuxième conclusion, on ne doit sans doute ni considérer les genres culturels comme des catégories de perception sûres, consistantes, homogènes, explicites. Il ne semble pas non plus qu'on doive les considérer comme inexistantes dans l'expérience esthétique, non plus, subséquemment, comme dispersées et non partagées. Et enfin, troisième conclusion, la production de sous-genres culturels, si elle semble effective historiquement, ne caractérise pas mieux la stratification des goûts que le partage des genres par les individus.
Merci.